On fonce. Mbappé, Enrique, on va parler de Zerwal contre Longoria, on va parler avec les supporters marseillais de tout ça, avec plaisir. James, en direct du Dash Foot, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, t'es en forme? Bah écoute, ça va. J'ai du mal à me remettre du match de dimanche. Ah, tu Et- t'y attendais pas peut-être? Non, mais perdre, c'est pas un souci, Thibaut. Tu sais, quand l'équipe est meilleure, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que l'acteur principal du match, c'est l'arbitrage, quoi. L'arbitrage, moi, c'est même pas les décisions qui m'importent. C'est qu'il ne prend pas la peine d'aller voir la VAR sur des actions Ah, très importantes. C'est ça, ouais. en fait. Tu vois, une décision, c'est une interprétation. Mais quand tu vas pas voir la VAR, C'est-à-dire que tu t'en fous. Ouais. On en parlait hier, c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu Jean Foutiste de cette situation. Je réponds juste à Michael qui me donne la main de la cote de Ramos à buteur, c'est à 2,23. On verra si c'est dans la composition des alors moi, je équipes. mettrais Paris mi-temps, buteur Mbappé et victoire de Paris au bout. Voilà. Ouais, donc on va surveiller les compos, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner et ça va être un match intéressant à suivre. James, qu'est-ce qui t'amène venir discuter dans le Dash Foot aujourd'hui? Tu as envie de prendre parti aussi dans le duel Zerrois-Longoria en ce moment qui agite les réseaux Bien, sociaux et les médias d'ailleurs, par médias bien sûr, interposés? bien sûr. Est-ce que c'est le rôle de Pablo Longoria de s'occuper de Zerwal? Est-ce que Pablo Longoria n'a pas d'autre chat à fouetter que Rachid Zerwal? Je pense que c'est pas son rôle et que on met ça un peu en communication pour occulter un petit peu quelques chiffres où Monsieur Longoria pourrait répondre. Ces chiffres, elles sont très claires. Le top 10 des salaires de l'OM, c'est 400 000 euros par mois. La moyenne sur le top 10, moyenne du RC Lens, on est à 110 000. J'aimerais bien qu'il réponde de ça. L'énormité aussi des chiffres, c'est que si tu additionnes les salaires des deux gardiens de Marseille, on est à 500 000, 321 000 par mois pour Blanco et 208 000 pour Paul Lopez. Hallucinant. Ce sont des Monaco, estimations on est à 103 000 et et du bruit. 92 000. On est à 200 000 pour les deux gardiens qui correspondent au salaire juste de Blanco. Et pour Lens, on est à 179 000. Moi, j'aimerais bien plutôt qu'il réponde à ça que s'occuper de Rachid Zerwal, de s'occuper d'une histoire de tifo, alors qu'il nous dit que le club n'était pas au courant de ce tifo. Alors moi, je vous rassure, les amis, les groupes de supporters ne demandent pas l'autorisation et ne montrent pas avant le tifo qu'ils vont mettre avant les matchs. C'est chaque association qui met son propre tifo. Des fois, ils s'entendent entre deux groupes de supporters qui sont dans la même partie de tribune pour en faire un global, mais jamais ils demandent au club l'autorisation de mettre tel et tel tifo. Donc encore une fois, on crée des histoires pour diaboliser des gens qui sont là depuis des décennies, qui heureusement sont là pour supporter l'OM, pour s'occuper des associations et tout. Je n'ai pas craché, c'est un saint, comme tout le monde, comme moi, on a tous fait des bêtises. Mais aujourd'hui, de mettre Rachid en avant, alors que ce gars-là est au club depuis des décennies, qui mourra supporter de l'OM, je ne pense pas que Longoria mourra en tant que supporter de l'OM, et il sera très loin de Marseille le jour où il ira dans un autre monde. Moi, ce débat-là, en fait, c'est juste pour cacher l'énormité. Moi, j'aimerais bien que Pablo Longoria prenne le micro et dise que sur ce qui s'est passé dimanche, encore une fois, on a des choses bizarres quand même. J'aimerais bien un peu qu'il défende l'institution au lieu de s'occuper de Rachid. Alors, je sais qu'il y a un petit On a un contentieux vrai entre les deux. sentiment, James, on a un vrai sentiment de fin de l'histoire de Pablo Longoria depuis des mois désormais. Au bout du rouleau, à avoir créé, alimenté l'histoire de la réunion de supporters de mi-septembre aussi, de s'être perdu et pris les pieds dans le tapis avec ça, à accuser les groupes de supporters, à accuser même sans le nommer Rachid Zerwal. Et là, on a l'impression qu'il se prend le boomerang du fait aussi que Benassia l'a supplanté pour gérer le mercato alors que c'était Longoria qui avait toujours été directeur sportif. Comme il n'a jamais été un vrai président de club, il a toujours été les mains dans le cambouis du mercato. Bah, aujourd'hui, finalement, c'est Tessier qui prend le rôle de président de club, on va dire officieux, et Longoria n'existe plus. Donc, quand on fait passer à nouveau le message via l'OM, hein, bien sûr, que Longoria n'était pas au courant de ça, etc., c'est parce que déjà, c'est une faute de sa part, puisqu'il n'est plus au courant, en fait, de grand-chose. C'est l'impression que ça donne de l'extérieur. On écoute juste Rachid Zerwal sur la situation, c'était sur RMC, on en a parlé un petit peu hier, et on reprécise, lui, ce qu'il en a dit pour que vous fassiez votre idée et qu'on affiche vos commentaires. Rachid Zerwal sur RMC dans l'After. À dire à Pablo Longoria et à ceux qui ne sont pas contents de ce tifo d'hier soir avec Bougueraba sur fond de Ligue des Champions. Ceux qui ne sont pas contents, mais lesquels qui ne sont pas contents? Les réseaux sociaux, les vrais supporters de l'OM, les Marseillais.
le peuple olympien, lesquels déjà, Pablo Longoria, c'est déjà important. Longoria, Longoria, est-ce qu'il est supporter de l'OM, est-ce qu'il fait bien son travail? C'est un peu le patron, quand même. Maintenant, moi, je suis surpris de la réaction de Longoria, comme beaucoup de supporters chez nous, de faire croire à tout le monde qu'on est retourné dans le futur ou dans le passé, le 18 septembre, avec encore des mensonges, ce qui le concerne, parce que bien sûr, le club était au courant de ce qu'on fait, parce que malheureusement, vous savez que c'est l'Olympique de Marseille qui gère la gestion du stade, c'est eux-mêmes qui louent le stade Vélodrome à Bougueraba le 22 juin pour son spectacle, hein. Et ceux qui nous ont installé les cordes, on ne peut pas nous-mêmes appeler la société de cordistes pour installer les cordes en Gannet. Oui, pour lever le tifo. Ouais. Ça. Voilà, et vu qu'il y avait une prise au vent et qu'il y avait du Mistral ce jour-là, vous croyez qu'ils se sont gênés de venir se déplacer, voir ce qu'on était en train de créer dans le parc Chanon? Après, c'est peut-être l'équipe, je sais pas, marketing de l'OM ou communication qui n'a pas informé Longoria, peut-être. J'en sais rien. Non, moi je parle à Dieu, je parle pas à ces saints. D'accord? Nous, quand on fait un tifo, qu'on organise quelque chose, on tient à informer la direction de l'Olympique de Marseille. Et à titre d'info, pour ceux qui ont été sensibilisés par ce tifo et qui ont été touchés, les pauvres, malheureusement, vous vous rendez compte, à cause de Bougueraba et à cause du tifo, on n'a pas pu battre le PSG à 11 contre 10. S'il est tombé la pluie, c'est à cause de nous. Mais rappelez-moi, c'est pas Benassia qui a mis avec Bougueraba? Bon, voilà la réponse de Rachid Zeroual qui remet les pieds dans le plat des résultats sportifs de l'Olympique de Marseille. Et on avait l'impression, en effet, que parler de ce tifo, notamment via certains comptes sur les réseaux sociaux qui aiment bien alimenter d'autres sujets que le foot et s'en prendre, diffamer et s'en prendre à plein de gens. On a l'impression, et Zeroual, j'en parlais hier dans l'émission, a pointé du doigt d'ailleurs ces gens qui manipulent via les réseaux avec plein de faux comptes ou la gestion de plusieurs comptes sous couvert d'anonymat, eh bien, Zeroual remet le sujet sur le tapis du sportif. Et c'est finalement parler de ce tifo, c'est se cacher et s'éviter le débat sur comment a été façonné cet effectif, comment l'Olympique de Marseille s'est retrouvé avec l'incapacité de jouer tous les 3 jours cette saison, parce que de faire un mois de janvier honteux aussi à cause de la façon dont l'effectif a été mis en place. James, c'est bien ça le problème. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'aimerais bien qu'on explique aussi, et c'est là où j'en veux aussi à des groupes comme RMC After Foot, qui sont comme nous, lisent des documents. On nous a raconté que le club n'avait pas d'argent, on a augmenté le chiffre d'affaires, on l'a multiplié par 2 le chiffre d'affaires, on a augmenté la masse salariale, on a une base de salaire énorme, 400 000 euros, le top 10 de moyenne, on n'a jamais vu ça. Avant, on donnait 400 000 à Trossman, c'était le scandale. Maintenant, c'est le top 10 du club, et avec des noms assez hallucinants. Hein. Unai est dedans, Correa est dedans. Il y a des trucs hallucinants sur les salaires. Je t'ai envoyé, Thibaut, je t'ai envoyé le tableau. Peut-être un jour, on aura l'occasion d'en discuter. Mais... On peut l'afficher, on peut rajouter ça même à tes propos. Tu as fait un tableau que tu m'as envoyé, en effet, pour pouvoir en parler, des salaires de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et je peux en direct, comparaison avec l'effectif, par exemple, 2020-2021, avant les grands changements, pour que chacun puisse se faire une idée de tout ça. Juste avant, moi, tu sais, tous ces changements, tout ça, j'ai déjà dit et redit. Je veux juste afficher cette petite vidéo de José Mourinho parce que. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. Toujours l'habitude, on prend les précautions. Mais ce que je voulais dire, alors voilà, ce document, je l'ai, je peux l'afficher. Je l'ai téléchargé. Comment on fait pour partager? Donc, un fichier vidéo, non. Alors, on enlève RMC, merci à vous d'être passé. Une fenêtre, non. Oui, après, ce qui était intéressant. Voilà, c'est là. 2023-2024. Donc, le top 10, 399 000 donc, de salaire brut. Estimation, bien sûr, selon l'équipe, c'est ça qui avait été révélé. Ouais, moi, j'ai pris sur un autre site qui voilà. Donc là, il y a le top 10, comme tu le dis,
qui s'arrête à Vitinha à 283 000. Donc Vitinha est plus dans les comptes du club, il est à Genoa. Oui, il verse au moins 80% du salaire à Genoa, pas 283 000. Après, c'était juste pour montrer le contrat qu'avait signé Vitinha au club et pour montrer que voilà, la grille salariale, il est toujours salarié du club. Et le contrat existe toujours, en fait, même s'il est prêté. Voilà. Et sur un joueur qui n'avait rien prouvé, en plus encore, et donc un très très haut salaire direct pour le faire venir lors de. C'était au mois de janvier 2023, c'est ça. On va regarder donc par rapport en guise de comparaison avec 2021, 2020-2021. Tu m'as envoyé aussi. On va regarder ça. Je t'ai envoyé aussi celui de Lens, la grille salariale du RC Lens, qui est quand même dans les 5-6 premiers depuis 3 ans, qui a joué une Ligue des Champions, qui se bat un peu comme nous pour les coupes européennes. Voilà, regardez la grille salariale, c'est juste hallucinant en fait. Regardez la grille salariale concoctée donc par James, avec meilleur joueur le mieux payé, 142 000 € Eli Wahi, donc il serait dans le top 15, enfin il serait en top 20. Top 20 de l'effectif marseillais, pas plus haut. Mais Eli Wahi, ça a venu poser problème à l'OM, visiblement. Financièrement, l'OM ne voulait pas aller jusque-là. Et la moyenne du top 10, on a divisé, allez, on va dire 3 fois et demi, pour pas dire fois 4. On a 4 fois plus de salaire moyen par rapport au RC Lens. Quand vous voyez un Abdoul Samed qui venait de Clermont, super milieu relayeur, autre niveau qu'un Onana, 70 000 € par mois. David Pereira, formé à Lens, c'est autre chose, mais vous avez des joueurs de devoir comme Massadio Aïdara aussi à 50 000, c'est cadeau. Bon, le jeune Neil El Anaoui, c'est 13 000 et c'est eux qui l'ont sorti aussi, c'est du solide. On voit qu'en effet, c'est Andy Diouf qui ont été cherchés à l'International Espoir à 75 000 seulement. Même un Medina qui aurait toute sa place autrement plus fort selon moi que Balerdi est à 100 000 € par mois. C'est vrai que c'est quelque chose qui saute aux yeux sur le tableau que tu as concocté. Je voudrais regarder justement en comparaison Medina Balerdi. Balerdi donc est à savoir si je me trompe. Leonardo Balerdi est affiché à 83 000, donc ça correspond aux différents de niveau pour le coup. Et c'est plutôt pas mal d'avoir négocié un Balerdi à seulement 83 000, qui est donc 23e salaire seulement de l'OM. C'est un peu il arrive de Dortmund dans la saison 2020-2021, donc peut-être qu'à ce moment-là, il a mal négocié son salaire. Je pense qu'il n'y a pas eu de salaire. Parce que j'ai vérifié, j'ai trouvé ce chiffre plutôt bas par rapport aux autres. Regardez les autres au-dessus. Ah ouais, c'est vraiment la bizarrerie de l'effectif. Donc, j'ai essayé de revérifier s'il n'y avait pas un autre contrat qui avait été signé entre-temps. Non, j'ai rien trouvé. Donc, apparemment, je pense qu'il est dans cette grille salariale. Alors, peut-être qu'il a beaucoup de bonus à côté, peut-être qu'il a des primes à côté, j'en sais rien. Mais il est. Ça devrait changer cet été, en tout cas pour lui, vu le nombre de matchs qu'il a fait, dans tous les cas à Marseille ou ailleurs, parce que ça reflète, pour le coup, il est vrai, pas tout à fait son niveau, son influence, son nombre de matchs joués. Quand on voit des Pape Gueye à 125 000, des Ndiaye à 167 000 qui viennent de 2e division anglaise, alors qu'il vient d'Angleterre. Ruben Blanco. Un Gigot à 189 000, et Gigot absolument. Ruben Blanco. National. Blanco, bien sûr, c'est un remplaçant de remplaçant qui est à 208 000. Onana à 228 000, qui vient pourtant de Turquie. Rafaela Pimenta, l'avocate, fabuleusement géré ces contrats-là. Mais oui, ça n'a, pour le coup, là, ça n'a pas de sens, en effet. Regarde... Est-ce que justement, Longoria devrait plutôt s'asseoir à côté de son équipe Tessier et se dire là on s'est gouré. Moi j'aurais préféré que Longoria se dise voilà on s'est trompé, clairement on s'est trompé, on a cru Kondogbia, on a cru truc machin, peu importe, mais au moins t'avoues là de créer des histoires avec Rachid, de créer des histoires extra-sportifs pour occulter ces erreurs. Moi c'est ça que je trouve ça important. J'ai été sortir ton tableau 2000-2021, il y a un problème. Balerdi était à 125 000 en 2020-2021,
2021. Ben oui, c'est ce que j'ai vu. Parce que moi, le problème, c'est que quand j'ai chopé ça sur le site, en fait, eux, ils ont pris au moment où le contrat était signé. Et moi, quand j'ai les chiffres 2023-2024, en fait, ils te sortent la liste. Et là, Balerdi. Alors moi, je pense que Balerdi est à 125 000 parce que cette saison-là, il est prêté. Donc il est avec un contrat à Dortmund et il arrive avec un salaire inférieur voilà. à Alors je me suis dit, ouais, il est prêté. Et je me suis dit, peut-être que c'est le salaire de Dortmund qui apparaît. Et là, il arrive sur l'année 2021-2022 en tant que joueur il aurait baissé de plus de 30%. Ouais, je suis un peu surpris, mais même 125 000 euros, c'est pas déconnant. Il n'y a rien de surprenant de donner 125. Mais c'est pas ça qui augmente le top 10 des joueurs de l'OM. C'est pas ça qui augmente la moyenne de l'OM. Non, bien sûr. Et là, surtout, on voit la saison 2020-21, avant les grands changements de 2021 à l'été 2021 à l'OM. Et on voit que le top 10 est bien moins élevé et que les salaires aussi sont moins élevés de cette période-là. Voilà, c'est un point précis et documenté et intéressant que tu as réalisé, un travail intéressant en tant que supporter que tu as réalisé, James, c'est clair. Non, mais après, on va dire que l'OM n'a pas d'argent. On va dire que ce qui s'est passé en 2021, il ne s'est rien passé, c'est du mytho. On va raconter que en fait nous on avait vu des choses qui sont pas vraies, que non, il y a eu 2 sociétés de créées au même moment que la masse salariale a monté, que le chiffre d'affaires a monté, que l'argent qu'a en place Pablo Longoria, et après on va me dire qu'il s'est rien passé et on va nous faire croire que c'est notre Américain qui a tout mis sur la table. Bon, à un moment il faut arrêter d'être crédule, faut se poser bien sur la tête et surtout arrêter d'écouter ces médias qui nous racontent que oui, peut-être que c'est vendu, puis après, 2 ans après, ils nous disent, bah ouais, en fait, non, il y a rien, en fait, et je suis parti du sport parce que j'ai été menacé suite à la vente OM. Bon, il est gentil, Mohamed, je l'aime bien, il n'y a pas de problème, mais bon, je veux dire, toi, tu as été menacé, Riolo est menacé, tout le monde est menacé. Et quand tu te mets en avant sur du foot, sur des décisions, sur des jugements, ces gens-là sont continuellement menacés sur les réseaux, peut-être en dehors, quand ils vont au stade, peut-être il y en a 2-3 qui l'insultent. Et c'est pas pour ça qu'ils quittent les médias. Et heureusement que les journalistes, quand ils se font menacer, ne quittent pas les médias parce qu'il n'en resterait pas beaucoup. Donc, faut à un moment relativiser. Je pense que toi, tu es venu à Marseille plusieurs fois. Personne n'est venu te courir après sur le boulevard Michelet. Au contraire. Au contraire. Une réception qui m'a toujours très touché. Crève 80 nous dit: je prie pour que le tableau soit faux, sinon il y a un scandale et qu'il faudra enquêter. Alors précise-nous sur quoi tu voudrais enquêter, Crève, qu'est-ce qui te choque? Et James, précise-nous comment précisément tu as concocté ce travail journalistique, de recherche d'infos et pour concocter ce tableau pour qu'on sache un peu mieux, puisque moi je pensais que tu te fiais aussi aux dernières données livrées par le journal de l'équipe sur leur fameuse une sur les salaires d'il y a 10 jours. Explique-toi, James, pour que ça clarifie. Alors, les chiffres globaux, et je te les ai envoyés, je me base sur les comptes de la DNCG, c'est-à-dire que les clubs c'est obligatoire qu'ils fournissent les comptes à la DNCG. Donc ça, c'est téléchargeable sur DNCG Rapport. Ensuite, sur les contrats, il y a un site qui est très bien qui s'appelle Transfermarkt. Voilà. Et franchement, bon, ils ne sont pas au centime près, nickel, mais globalement, à 5-10 000 euros près, voilà, c'est plutôt fiable. Et ensuite, sur les salaires, il y a sur chaque club un listing sur les joueurs et leurs contrats. Après, il peut y avoir des avenants, il peut y avoir des primes, il peut y avoir plein de choses. Jouer primes de plein de choses. Mais on va dire sur une moyenne, je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Je peux me tromper de 10-15 000 euros, peut-être, sûrement, mais sur une globalité, sur le salaire de Blanco, il ne touche pas 50 et j'annonce 200. Hein. Il touche bien dans les 200 et c'est déjà un peu. Je ne peux pas vérifier tous les chiffres que tu as inscrits dans ton tableau, mais en effet, ça paraissait assez cohérent. Ça paraissait et puis ça correspond à peu près, même si on n'a pas des chiffres justes par rapport à l'équipe, parce que sortir l'équipe. Je ne me suis pas fié du tout à l'équipe. Je ne me suis pas fié du tout à l'équipe. C'est quand j'ai vu. Je pensais que tu rebondissais là-dessus parce que c'était la même semaine, je crois que c'était la semaine dernière, et tu m'as. Non. C'était sur la même période d'actu concernant ce sujet-là. C'est ça. Et sur les comptes, il va y avoir les comptes. Thibaut te rappelle l'année dernière, il y a quasiment un an qu'on avait fait notre émission ensemble. Vous allez avoir les comptes d'exploitation de la saison 2022-2023 qui va sortir. En plus, je crois que le responsable de la DNCG a déjà parlé sur l'état des clubs, qui sont encore déficitaires malgré l'apport numéraire
c'est-à-dire en argent frais de CVC. Alors là, au moment où CVC va disparaître quand ils vont donner et que CVC va récupérer 13% des droits de McDo, 13% des droits TV, qu'est-ce que va devenir le football français ces prochaines saisons? Rappelle-toi Thibaut, le message que je t'avais envoyé en septembre sur les droits TV, je t'avais dit, rappelle-toi que je t'avais dit, toi tu m'avais parlé de D à Z, N. Voilà, Ouais. j'avais mis un très gros doute. Les infos qu'on m'avait données, pour l'instant, s'avèrent juste parce que c'est la première fois quand même que le 2-3 avril, on n'a pas le diffuseur de la saison qui va démarrer le 1er juillet. Enfin, la saison a démarré le 1er juillet, même si le championnat démarre au mois d'août. On n'a pas encore le diffuseur. Alors, c'est quand même hallucinant. Enfin, on est comme, je crois, le seul championnat européen dans les 5-6 qui n'a pas de diffuseur aujourd'hui, 3 mois avant. C'est étrangement lié avec l'avenir d'un grand club français aussi et du futur de la fin de l'ère Mbappé avec la nouvelle ère, d'ailleurs annoncée avec le nouveau logo, nouvelle ère. Et donc cette discussion de gré à gré avec les intérêts politiques, géopolitiques, avec le Qatar qui est derrière BeIN, avec DAZN qui est un petit peu aidé aussi par l'Arabie Saoudite, en tout cas qui noue de forts liens avec. Donc l'arrivée de DAZN serait un nouvel acteur assez low cost dans le fonctionnement de diffusion de live télé, mais un nouvel acteur avec un nouvel abonnement pour les fans. BeIN serait un acteur très présent depuis 15 ans, il faut le dire, voilà, avec des audiences hors direct assez confidentielles, mais BeIN est désormais dans le paysage français audiovisuel et fait du très bon boulot. En dehors de ça, il y a la question de, maintenant que Rodolphe Saadé a racheté BFM, RMC, Altis Média, est-ce que c'est devenu un empire média autour de son entreprise, donc filiale de CMA-CGM, Why Not Media? Est-ce qu'il va se lancer aussi à mettre 500 millions 300, 400 millions pour être codiffuseur de la Ligue 1 et renforcer aussi ses chaînes en même temps et son pouvoir et sa puissance, ce serait un énorme coup. Ça parle de ça, et ce serait le coup de la surprise finale. À voir. Et avec l'OM au milieu, bien sûr, enfin au milieu ou pas, de tout ça d'ailleurs. C'est une vraie question, mais c'est pour moi étrangement lié dans le sens où, les droits télé, l'annonce Marseille qui doit arriver, c'est des choses qui vont de pair économiquement, en tout cas. Il y a un sens. Donc on pourra en discuter, voir si ces annonces tombent justement en parallèle ou pas du tout, et analyser ça à ce moment-là. Voilà, James. Les gens excuse-moi, juste dernière question et je m'en vais, laisse le camarade derrière moi. Est-ce que toi, comment ça se passe au niveau de la gestion en ce moment et des gens qui le dirigent, et dirigeants de la Ligue, est-ce que tu n'as pas peur que ces gens-là soient des gens qui mettent le football français dans le mur? Là, je parle du football français. Non, moi, d'un côté passionné, je suis très déçu que nos dirigeants du foot français ne soient pas des gens qui aillent au stade, qui se prennent d'amour pour ceux qui mettent l'ambiance dans les stades et les aident, parce que les supporters qui ont des abonnements, qui mettent l'ambiance pour les clubs, maintenant ils sont comme ça, main dans la main avec leur club, comme le fait le Paris avec son Cup, etc. Parce que finalement ils ont le même objectif. Les clubs apprécient que ces gars-là mettent l'ambiance et créent une âme dans leur stade. Les supporters sont là pour s'ambiancer et faire vivre leur amour de leur club. Donc oui, à côté de ça, il y a des mecs idiots, stupides qui se greffent et qui sont violents, qui s'insultent, mais ça, il faut les virer. Mais punir tout le monde, encore une fois, c'est d'une stupidité sans nom. Donc ça, moi, ça me répugne, je déteste cette façon de faire de dirigeants dans leur bureau qui vont utiliser pour valoriser leur championnat ou la Coupe de France des images de supporters avec des fumigènes et puis dire non, chez nous, c'est très dangereux. Il n'y a eu de problème avec ça, mais c'est très dangereux. Donc ça, je déteste. Et d'un autre côté, ce sont quand même des gens avec une certaine réussite au niveau de la gestion économique de plein de choses, qui sont dans ces hautes sphères de dirigeants politico-économiques que je respecte beaucoup. Et je pense que oui, Vincent Labrune est que c'est plutôt une bonne chose d'avoir Vincent Labrune plutôt que Kyo d'ailleurs, et que la Ligue n'est pas folle, que de toute façon l'État français de Sarko à Hollande à Macron ne laisseront jamais tomber le foot français, c'est trop vital. Les performances des clubs français sont surveillées aussi il faut que ça, à un moment donné, on redresse cette Ligue 1 et l'OM fait partie de ce redressement envisagé.
Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça parce que pour moi, avec un grand OM, avec un grand PSG, comme c'est prévu pour l'avenir, normalement, ça va redresser toute la Ligue 1 et faire une locomotive intéressante. Donc, voilà ma réponse là-dessus. Moi, je partage pas du tout ton avis sur le personnage de Vincent Labrune. Mais bon, chacun son avis. Ouais, après, je le. On va dire. Et je parle en tant que gestionnaire, hein, en tant que gestionnaire du football français, où il est là pour faire monter le football, faire progresser ce sport, donner une qualité à ce championnat, une visibilité, et tout ça, bah, c'est là que tu vas récupérer le droit TV. Lui, il veut d'abord récupérer le droit TV, puis après, il fera éventuellement de la visibilité. Ça ne marche pas comme ça dans le monde des affaires, malheureusement. Pour moi, c'est plus compliqué que ça, dans le sens où il y a tout ce qui se passe, ces trames autour de Marseille, il n'est pas fou. Il y a, j'ai accusé d'un côté de ne pas aller assez au stade, parce que moi, j'aime le foot populaire, etc. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a eu la gestion d'urgence et qu'il n'y avait pas 36 solutions. Alors oui, CVC a sauvé la Ligue 1 et derrière, tu es un peu pieds et poings liés. C'est assez facile de l'attaquer. Quelles étaient les autres solutions à ce moment-là? Je ne sais pas. En tout cas, alors j'ai jamais déjeuné avec lui, je ne le connais pas personnellement, etc. Donc vous pouvez préjuger. Mais au vu des comptes, Thibaut, au vu des comptes des clubs semi-amateurs National 2, est-ce qu'il est normal que ce gars se multiplie par 3 son salaire, a des notes de frais exorbitantes de palate, achète des bureaux et de l'immobilier, prend des commissions sur des affaires de trucs? Non, il y a un moment, quand je vois des sociaux. On peut pas l'accuser de tous les. C'est un vrai débat parce qu'on ne peut pas l'accuser de tous les maux du foot français. C'est la Ligue de football professionnel. Non, mais il en est le responsable, il en est le représentant. Qu'à Concarneau ou qu'à l'US Stade Sable en National 3, le mec savent pas gérer et les yeux plus gros que le ventre se prennent pour un petit bourgeois de province qui a envie de briller, d'être sur TF1. À un moment, Labrune n'est pas responsable de ça. Le foot attire tous les maux de la société, c'est la réalité. Il y a tous les maux de la société dans le football. Maintenant, il a déjà assez à gérer pour ne pas avoir tout ça comme responsabilité. Mais quand tu me dis… Les dotations de ces championnats sont trop faibles, Thibaut, pour pouvoir équilibrer, même pour la Ligue 1, donner 45 millions aux champions et donner… Le problème des comptes des clubs moyens de Ligue 1, c'est que c'est les dotations qui ne sont pas à la hauteur. Les clubs sont obligés de vendre leurs actifs pour équilibrer des comptes. Il est là le problème. Et pourtant, ce sont des clubs sains, gérés la plupart du temps par des gens sains. Et les gens, pour équilibrer les comptes, sont obligés de vendre leurs actifs. C'est ça qui est tout le problème, tu sais, moi je compare aussi pas mal avec comment gère la NBA, qui est une ligue privée, mais tu fonctionnes en marché. Et en France, le problème, c'est que tu voudrais offrir à des équipes en dessous pour les aider des dotations qui n'ont rien à voir avec leur marché. En fait, c'est des équipes qui ne font pas d'audience, qui n'attirent pas de public spécialement, hors résultat incroyable. Et donc, je comprends tout à fait ton analyse économique et le problème que c'est. Mais d'un autre côté, ces équipes, même si tu les aides, elles ne rendent pas économiquement, en termes de business, le retour sur argent. Et donc, oui, tu as tes locomotives qui te disent, bah, sans nous, il n'y a pas de Ligue 1, donc le PSG. Donc, il y a un moment, il faut que nous, on récupère 60% du gâteau et les autres se débrouillent. Il y a un vrai problème là-dessus. C'est insoluble. Il y a peut-être un rééquilibrage. On doit partir sur un grand débat, Thibaut. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais c'est un vrai débat. Et moi, j'ai peur pour mon sport, parce que même si je suis supporter de l'OM, j'aime le football, j'aime bien aller à Lens, j'aime bien aller voir d'autres matchs qui sont en dehors de mon club. Mais là, je suis triste de voir tout ça, en fait. Voilà. Je comprends tout à fait, et c'est un vaste débat. James, il y a Olive qui avait une question pour toi. Réponse rapide. Tu as toujours le document de la vente OM. Mais moi, j'ai jamais dit que j'avais des documents de vente OM. Ouais. Le seul document que j'ai, c'est des créations de sociétés. Quand Thibaut, en 2021, a dit qu'il se passait quelque chose, moi, j'ai récupéré des documents, j'ai récupéré des sociétés autour de ces sociétés de l'OM qui ont été créées, et le constat que je fais, c'est que l'OM a une grille salariale qui a largement augmenté, que le chiffre d'affaires a largement augmenté et que le budget a largement augmenté. Donc, je me dis que quelque part, ce qui était annoncé en 2021 n'a pas été si bidon que ça, comme beaucoup de gens le pensent, et surtout certains médias le laissent penser. Voilà. Tu as vu les documents de l'AG de l'OM et les modifications? Oui, on en a parlé hier. Pour moi, tu peux donner ton avis. Pour moi, ce sont juste des mises aux normes, exactement. qui vont dans le bon sens.
Il n'y a rien qui te dise. En fait, quand la Ligue change un peu certains statuts sur l'obligation, parce que les sociétés sont des SASP, et en fait, ils sont soumis à la Ligue, et la Ligue l'État, hein, la Ligue est soumise à l'État. En fait, pour être à jour des statuts de la LFP, tu es obligé de, toi, dans tes propres statuts, faire aussi les modifications. C'est valable dans le tennis, c'est valable dans toutes les corporations où, en fait, tu es sous-traité par la Fédé, par les districts, par les ligues. Donc ça, c'est juste des mises à jour sur des obligations que les clubs ont par rapport aux choix et aux décisions, parce que je crois qu'ils ont changé par rapport à la Ligue qui est devenue une société commerciale, il me semble. D'accord. Alors, dernière question. AZ Designer, est-ce que c'est lui qui parlait d'une plaque Aramco dans le Vélodrome? Non, alors, je vais le redire pour la 2000e fois. En fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une plaque Aramco dans laquelle il m'a pris en photo en disant qu'elle était dans la tribune. C'était marqué Aramco, partenaire officiel de l'Olympique de Marseille. Elle était verte et violette. Et donc, les gens pensent que c'est moi qui ai vu la plaque Aramco. Enfin bref, tu connais un peu les histoires des gens sur… au moins, comme ça, ça évite… voilà. Comme ça évite de la part dans tous les sens. Merci James d'être passé en direct. On mettra un extrait de la vidéo sur la chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent voir ça en replay de façon extrait. À bientôt.